Bien sûr, pour la plupart des écrivains, il y a deux sortes de gloire. Pour certains, la gloire, ils la connaissent durant leur vie. Et elle peut être très grande, mais malheureusement, après leur mort, ces écrivains perdent souvent assez vite leurs lecteurs. Et même, ils tombent parfois dans l'oubli. Il y en a d'autres, au contraire, qui ont été méconnus durant toute leur existence. Et qui, après, postérieurement, sont quelquefois découvertes ou ont souvent une gloire qui va grandissante avec le temps. Pour Marcel Proust, il s'agit de quelque chose de différent. Il a commencé à connaître la gloire à la fin de son existence, puisqu'en 1920, il a eu le prix Goncourt pour À l'ombre des jeunes filles en fleurs, le deuxième tome de sa grande œuvre, À la recherche du temps perdu. Mais depuis sa mort, sa gloire n'a fait que monter. Aujourd'hui, il est lu et commenté dans le monde entier. À Londres, il y a quelques années, on a fait une exposition sur lui. On le lit beaucoup. Il est lu également abondamment à New York, aux États-Unis, en Allemagne et au Japon. Et paradoxalement, c'est finalement peut-être en France que, en dépit de son nom, en dépit du nombre abondant de livres écrits sur lui, d'essais pour expliquer sa philosophie et son art, c'est peut-être en France qu'on le lit le moins. Ou, certes, évidemment, on ne peut pas dire que ce soit un auteur qui ne se vende pas du tout, mais c'est un auteur qui n'a pas tout le tirage qu'il devrait avoir, étant donné son grand nom jamais contesté. Cette œuvre est, en effet, quelque chose de tout à fait particulier. Certains y ont recherché une philosophie et d'autres, et surtout une erreur qui a été commise pendant sa vie, une sorte de biographie, étant donné que c'est écrit à la première personne et qu'il s'agit de gens très particuliers, bien évoqués. Or, comme il l'a marqué lui-même, il s'agit d'un roman. Et pour chacun de ces personnages, il s'est inspiré de plusieurs êtres qu'il avait connus durant tout ce début de notre siècle. Et tout au long de l'émission que vous verrez tout à l'heure, vous verrez, en effet, vous saurez comment on peut identifier quelques-uns de ces personnages très attachants et qui sont devenus quelquefois depuis des symboles, comme dans l'œuvre de Balzac. Eh bien, Rastignac est resté un symbole de l'ambition par tous les moyens. Aujourd'hui, quelquefois dans le genre de diplomate un peu snob et prétentieux, on parle de M. Norpois, ou au contraire du petit bourgeois également qui veut faire l'intellectuel, donner des concerts et être très en avant, on dirait aujourd'hui très nouvelle vague. Eh bien, ce sont les Verdurins, autres personnages qui ont gardé dans toute son œuvre une très très grande valeur et dont on parle encore aujourd'hui abondamment. Il s'agit donc, en parlant de lui, et c'est centré sur sa personne, évidemment que vous allez entendre les témoignages, des souvenirs de tous ceux qui l'ont connu, il s'agit en même temps de son œuvre de pénétrer et d'avoir, si l'on peut dire, quelques-unes des clés. Et comme il y a en même temps l'aspect personnel, l'aspect justement de recherche, de philosophie dans la vie, de problèmes de la vie, à comment la sensibilité naît, comment l'écrivain, parce que c'est au fond, à la recherche du temps perdu, c'est comment finalement on devient écrivain et pourquoi il devient écrivain. C'est tout cela que vous verrez éclairé tout à l'heure par les souvenirs de ceux qui l'ont connu. Et c'est cela que je voudrais beaucoup remercier. Monsieur Jean Cocteau, Monsieur Paul Morand, Monsieur Daniel Halévy, Monsieur Jacques de la Crotelle, le marquis de Loris, le duc de Gramont, Monsieur Philippe Soupeau, Madame Albaret, qui fut à la fois une servante dévouée et une secrétaire de Marcel Proust, Madame Paul Morand, Madame André Mauroy, Monsieur Emmanuel Berle, et tout d'abord, Monsieur François Mauriac.
jusqu'à Proust, on refaisait du Balzac, ou on refaisait du Benjamin Constant. On racontait une histoire Balzac, où on étudiait une âme à la manière de Benjamin Constant. Eh bien, Proust, lui, nous a montré que l'on peut faire autre chose que du Balzac et autre chose que du roman psychologique traditionnel. Que peut-on faire? Eh bien, on peut redécouvrir un monde. Je ne dis pas créer un monde, c'était la part de Balzac, mais le redécouvrir, c'est-à-dire tout ce monde auquel le jeune Proust avait été mêlé, au milieu duquel il avait souffert, car il était un tendre et car il était un snob. Ce monde au milieu duquel il avait souffert, eh bien, il a retrouvé au-dedans de lui, et cela par des moyens qu'il nous a expliqués. Vous vous rappelez, enfin, c'est inutile de rappeler les épisodes de la tasse de thé, de la Madeleine. Comment il a redécouvert ce monde enseveli au-dedans de lui. Eh bien, c'est ce que les gens qui ne connaissent pas Proust découvriront si ils se décident à entrer dans cette œuvre qui, pour moi, dans la littérature française, est sans aucun doute aussi importante que celle de Balzac. Et personnellement, je dois dire qu'elle me touche beaucoup plus. Mais il y a entre les deux tout de même ce rapport, c'est que Balzac lui aussi est mort de son œuvre. Ils ont été tous les deux tués par ces deux œuvres qui, l'une et l'autre, et à des titres différents, ont un caractère monstrueux. Oui, l'œuvre de Proust a quelque chose de monstrueux. « 1913, c'était la fin de ce qu'on appelle aujourd'hui la Belle Époque. Il y avait dans les rues plus de fiacres que d'automobiles. Le métropolitain avait encore l'attrait d'un jouet neuf. Les femmes portaient des robes longues, les hommes des redingotes et des hautes formes. L'oisiveté n'était pas considérée comme mère de tous les vices, mais comme signe d'une bonne naissance. Les oisifs se rencontraient dans les salons. Dans ces salons, un homme avait longuement erré, qui ne se distinguait ni par sa naissance, ni par sa fortune, mais peut-être par un charme, une séduction intellectuelle. Marcel Proust. Celui que les gens du monde appelaient encore, bien qu'il eût dépassé 40 ans, le petit Proust, allait discrètement publier à compte d'auteur, en 1913, un livre qui, M. Mauriac vient de le rappeler, marqua non seulement pour la France, mais pour le monde entier, le renouveau de l'art du roman. Philippe Soupeau. Quand j'ai reçu du côté de chez Swann, que m'avait envoyé Marcel Proust, j'ai d'abord été choqué par l'épaisseur du volume et par la finesse de la typographie. Puis j'ai commencé à lire ce livre qui, à cette époque, paraissait absolument insensé, et je me rends compte que ça a été un choc bouleversant, parce que je pénétrais dans un monde où je n'avais jamais pénétré. Et le style de Proust, en 1913, paraissait extrêmement inquiétant, rébarbatif, difficile. Et pourtant, j'ai été pris, j'ai été complètement séduit, presque absorbé par le roman de Proust. Monsieur Palmeran. En octobre 14, j'étais à Londres.
Je dînais au Savoy avec Antoine Bubesco, qui était un ami de Proust, et Salignac Fénelon, qui était un autre ami de Proust. Et ils se sont mis naturellement à parler de lui, de Swann, que je n'avais pas encore lu, de telle façon, un personnage mystérieux, une œuvre qu'on ne pouvait comparer à aucune autre, que immédiatement j'ai été séduit, je me suis précipité sur le livre, je l'ai lu, et à mon tour, j'ai été bouleversé, ça a été le coup de foudre, comme nous disions tout à l'heure. C'était pour moi comme si j'avais rencontré Flaubert, comme si c'était une nouvelle éducation sentimentale que j'avais devant les yeux. Il est bien certain que du côté de chez Swann, apportait la nouvelle formule du roman que, obscurément, j'attendais. J'ai tout trouvé dans du côté de chez Swann. J'ai trouvé, si vous voulez, la résurrection d'un monde que j'avais malgré tout connu, qui n'était pas le monde de Balzac, qui était mon monde et le monde dont j'avais entendu parler. Mais j'ai trouvé en même temps une poésie du roman, car je trouve que ce qui me frappe dans Proust, c'est que c'est un extraordinaire poète. Cette poésie du roman est celle peut-être à laquelle je suis le plus sensible. Et en plus, je voyais un homme qui avait inventé son style. Il était seul à pouvoir dire ce qu'il avait à dire, mais pour le dire, il avait inventé son instrument et après, il a pu être brisé. Monsieur Jean Cocteau? Proust a parlé d'une époque, d'une société, mais ce n'est pas pour ça que son œuvre se démode. Ça serait confondre le zouave de Van Gogh avec un vrai zouave. Ce serait absurde. Et au contraire, je suis étonné de voir combien les mécanismes de Proust s'approchent des mécanismes d'un Robe Grillet ou d'un Butor, des recherches de la jeunesse actuelle. Si l'on se fie à sa biographie, ce novateur avait une histoire tout à fait ordinaire. Il était né à Paris en 1871. Son père, le docteur Adrien Proust, était ce que nous appellerions un self-made man. Issu d'une modeste famille d'Illiers, il était devenu un médecin de grande réputation. Sa mère, Jeanne Veille, appartenait à une famille de la bourgeoisie juive d'Alsace. Elle est sans conteste possible la personne que Marcel Proust aima le plus. Répondant à 11 ans à un questionnaire, il mettra en regard de la question « Quelle est votre idée du malheur ?» Être séparé de maman. La grand-mère du narrateur, dans la recherche du temps perdu, emprunte tous ses traits à Madame Proust. C'est à Illiers, dans la famille du docteur Proust, que Marcel Proust, enfant, passa ses vacances. Illiers, c'est le Combray du côté de chez Swann. Combray, de loin quand nous y arrivions la dernière semaine avant Pâques, n'était qu'une église résumant la ville, la représentant, parlant d'elle et pour elle au lointain, et quand on approchait, tenant serré autour de sa haute mante sombre en plein champ, contre le vent, comme une pastoure ses brebis, le dos laineux et gris des maisons rassemblées. Même dans les courses que l'on avait à faire derrière l'église, là où on ne le voyait pas, tout semblait ordonné par rapport au clocher surgi ici ou là entre les maisons, peut-être plus émouvant quand il apparaissait ainsi, sans l'église. Illiers, c'est aussi la maison de tante Léonie, miraculeusement préservée. Les soirs où, assis devant la maison sous le grand marronnier autour de la table de fer, nous entendions au bout du jardin non pas le grelot profus et criard qui arrosait, qui étourdissait au passage de son bruit ferrugineux, intarissable et glacé, toute personne de la maison qui le déclenchait en entrant sans sonner, mais le double tintement timide, ovale et doré de la clochette pour les étrangers. Tout le monde aussitôt se demandait « Une visite? Qui cela peut-il être ?» Il me fallut monter chaque marche de l'escalier, comme dit l'expression populaire, à
contre-cœur, montant contre mon cœur qui voulait retourner près de ma mère. Cet escalier détesté, où je m'engageais toujours si tristement, exhalait une odeur de vernis qui avait en quelque sorte absorbé, fixé cette sorte particulière de chagrin que je ressentais chaque soir, et la rendait peut-être plus cruelle encore pour ma sensibilité, parce que, sous cette forme olfactive, mon intelligence n'en pouvait plus prendre sa part. Ma chambre n'était nullement belle, car elle était pleine de choses qui ne pouvaient servir à rien et qui dissimulaient pudiquement, jusqu'à en rendre l'usage extrêmement difficile, celles qui servaient à quelque chose. Mais c'est justement de ces choses qui n'étaient pas là pour ma commodité, mais semblaient y être venues pour leur plaisir, que ma chambre tirait pour moi sa beauté. Ces hautes courtines blanches qui dérobaient au regard le lit placé comme au fond d'un sanctuaire, la trinité du verre à dessin bleu, du sucrier pareil et de la carafe, toujours vide depuis le lendemain de mon arrivée sur l'ordre de ma tante qui craignait de me la voir répandre, sorte d'instrument du culte. Ces petites étoiles ajourées au crochet qui jetaient sur le dos des fauteuils un manteau de rose blanche qui ne devait pas être sans épines puisque chaque fois que j'avais fini de lire et que je voulais me lever, je m'apercevais que j'y étais resté accroché. Cette cloche de verre, sous laquelle, isolée des contacts vulgaires, la pendule bavardait dans l'intimité pour des coquillages venus de loin et pour une vieille fleur sentimentale. Cette blanche nappe en guipure, qui jetait comme un revêtement d'autel sur la commode ornée de 2 vases, d'une image du Sauveur et d'un buis béni, la faisait ressembler à la Sainte Table. Le prince Eugène, terrible et beau dans son dolman, et que je fus très étonné d'apercevoir une nuit dans un grand fracas de locomotive et de grêle, toujours terrible et beau, à la porte d'un buffet de gare où il servait de réclame à une spécialité de biscuits. La chambre de tante Léonie. D'un côté de son lit était une grande commode jaune en bois de citronnier et une table qui tenait à la fois de l'officine et du maître-autel, où, au-dessous d'une statuette de la Vierge et d'une bouteille de Vichy Célestin, on trouvait des livres de messe et des ordonnances de médicaments. Tout ce qu'il fallait pour suivre de son lit, les offices et son régime, pour ne manquer l'heure ni de la pepsine, ni des vêpres. De l'autre côté, son lit longeait la fenêtre. Je n'étais pas depuis longtemps à lire dans ma chambre qu'il fallait aller au parc, à 1 kilomètre du village. Je montais en courant dans le labyrinthe jusqu'à telle charmille où je m'asseyais, introuvable, adossé aux noisetiers taillés, apercevant le plan d'asperges, les bordures de fraisiers, les bassins où certains jours les chevaux faisaient monter l'eau en tournant, la porte blanche qui était la fin du parc en haut et au-delà, les champs de bleuets et de coquelicots. Dans cette charmille, le silence était profond, le risque d'être découvert presque nul. Seul, de temps en temps, le son d'or des cloches qui, au loin, par-delà les plaines, semblait teinter derrière le ciel bleu, aurait pu m'avertir de l'heure qui passait, mais, surpris par sa douceur, troublé par le silence le plus profond, vidé des derniers sons qui le suivaient, je n'étais jamais sûr du nombre de coups. Le plus grand charme du côté de Guermantes, c'est qu'on y avait presque tout le temps à côté de soi le cours de la Vivonne. On la traversait une première fois 10 minutes après avoir quitté la maison sur une passerelle dite le Pont Vieux. Le Pont Vieux débouchait dans un sentier de halage qui, à cet endroit, se tapissait l'été du feuillage bleu de noisetier. De l'autre côté, les prés étaient semés de restes, à demi enfouis dans l'herbe, du château des anciens comtes de Combray. Un de mes étonnements fut de voir les sources de la Vivonne,
que je me représentais comme quelque chose d'aussi extraterrestre que l'entrée des enfers, et qui n'était qu'une espèce de lavoir carré où montaient des bulles. À Paris, Proust était allé au lycée Condorcet. Monsieur Daniel Lévy y fut son condisciple. Oui. Comment était l'enfant Proust? Il est si singulier que j'hésite à vous répondre. Il était bien là, du lycée, et il ne semblait pas qu'il fût tout à fait des nôtres. Je me souviens d'un jour, causant avec quelques camarades, je sentis quelque chose qui me touchait l'épaule. Je tournai la tête, c'était Proust. Je fis un mouvement un peu brusque et je me souviens qu'il se produisit une altération des traits sur le visage de Proust. Je lui avais fait de la peine. Ce que je pensais, avec un peu d'agacement, je crois que je pensais quelquefois qu'il était un peu poseur. Eh bien, je me trompais. Il était tout d'un coup triste, parce qu'il sentait tout d'un coup que tous ces garçons, oui, nous tous, nous étions des garçons. Lui était autre chose. Nous avions dans ma classe un Sardou, un Bizet, un Robert de Flers, un Fernand Gregg, et nous savions bien que premier dans cette petite catégorie d'êtres, il y avait Proust. Nous le savions. Nous avions organisé une revue au sortir du lycée Condorcet qu'on avait appelé le banquet. Et naturellement, nous avions demandé à Proust d'en être. Et Proust n'avait pas refusé dans sa gentillesse. Et il nous avait donné une copie. Nous l'avions lue avec une surprise horrifiée. Nous devions la refuser. Qu'est-ce qui était arrivé? Quel malheur! Le malheur, on en savait des nouvelles. C'est que Proust était devenu homme du monde. Il est incontestable qu'au début de sa vie, Proust sortit beaucoup dans le monde. Il n'y a pas de grande soirée mondaine qui ne soit pareille à ces soirées où les médecins invitent leurs malades, lesquels tiennent des propos fort sensés, ont de très bonnes manières et ne montreraient pas qu'ils sont fous s'ils ne vous glissaient à l'oreille en vous montrant un vieux monsieur qui passe. C'est Jeanne d'Arc. On le voyait chez la comtesse Greffule, belle-mère de son ami Gramont, qui prêta beaucoup de ses traits à la princesse de Guermantes, chez la princesse Mathilde, survivante du Second Empire, chez madame Armande Caillavet, chez Madeleine Lemaire, avec Louise Almornan. Il était lié d'amitié avec Reynaldo Hahn. Il sortait avec Bonnie de Castellane, avec Robert de Flers, avec Emmanuel et Antoine Bibesco. Il admirait Robert de Montesquieu, décrit sans presque aucune transposition sous les traits du baron de Charlus, et Charles Haas. Cher Charles Haas, si dans le tableau de Tissot représentant le balcon du cercle de la rue Royale, on parle tant de vous, c'est parce qu'on voit qu'il y a quelques traits de vous dans le personnage de Swann. C'est à la fin du siècle dernier que le marquis de Loris entendit pour la première fois parler de Marcel Proust. J'ai entendu beaucoup parler de lui, car on parlait beaucoup, car tout de même, on parlait beaucoup de lui, n'est-ce pas? Non pas tant parce qu'il avait fait, mais enfin, il y avait, je ne sais pas, dans sa vie, il était en vedette, comme on dirait aujourd'hui, hein, tout de même, certainement, au moins dans un certain monde. J'ai rencontré Marcel Proust d'abord dans quelques salons, je crois entre autres chez Madame Léon Fould, à un dîner, je me souviens, et évidemment, il frappait énormément
par sa physionomie, par son aspect au premier abord. Ça, je n'ai pas oublié la pâleur extraordinaire de son visage, sous des cheveux très noirs, n'est-ce pas? Ni son regard, ça, je ne l'ai pas oublié. Sa conversation, elle dépendait prodigieusement de son interlocuteur. Parce qu'il ne voulait surtout pas avoir l'air de, comment dirais-je, de vouloir étonner, de vouloir ça, il ne voulait absolument pas. Ce qui bien, il voulait parler aux gens de ce qu'il croyait les intéresser, eux. Si bien qu'il serait engagé, alors qu'il n'était pas très ferré dans le sport, il serait engagé dans une conversation sur le sport s'il avait été avec un sportif. N'est-ce pas? Quelquefois, évidemment. Et puis alors, il y avait aussi quelquefois des gens qui l'intéressaient à un certain degré, comme j'ai dit, des choses qu'on ne pouvait pas absolument prévoir. Il y a des gens avec lesquels il se plaisait sans qu'on comprenne très bien pourquoi il se plaisait avec eux, bien que lui comprit surtout mal pourquoi eux se plaisaient avec lui. Alors, il y avait une espèce d'aura qui le séparait des gens. Il était différent de tous à ce point de vue-là. Ce qu'il observait était pour nous un peu secret, ça ne s'adressait qu'à lui. Marcel Proust fréquenta aussi chez le duc de Gramont, à Vallières, où nous sommes allés. C'est dans cette salle que Marcel Proust, au mois de juillet 1904, est venu dîner à Vallières. Et comme je vous le disais, il est arrivé en habit et cravate blanche. Il s'est trouvé mêlé à des personnes qui allaient faire du bateau sur le lac ou jouer au tennis. Il était un peu intimidé. Et mon père ne savait pas qui il était, lui a tendu le livre familial pour qu'il mette sa signature. Et lui a dit cette phrase qui a ulcéré un peu Proust: pas de pensée, monsieur Proust, le nom seulement. Quand je fus arrivé, le duc de Gramont m'a demandé de signer sur le registre où il avait fait signer les autres invités de ce soir-là, et j'allais apposer ma signature au-dessous d'un tout petit Gutmann, suivi d'un tout petit Chevreau et d'un Maïnel La Rochefoucauld d'égale grandeur, quand le duc de Gramont, que mon attitude humble et confuse, jointe à ce qu'il savait que j'écrivais, remplissait d'inquiétude, m'adresse d'un ton à la fois suppliant et énergique ces paroles lapidaires. Votre nom, monsieur Proust, mais pas de pensée. Le désir d'avoir le nom et la crainte d'avoir la pensée eussent été plus justifiés si c'était moi qui l'avais eu à dîner et lui avais demandé de signer votre nom, monsieur le duc, mais pas de pensée. Vous avez déjà raconté, monsieur le duc, que souvent le soir, après le théâtre, vous alliez chez Proust. Puis-je savoir dans quelles conditions et comment, pourquoi? Eh bien, comme Proust, n'est-ce pas, était toujours dans sa salle à manger toute la nuit, on arrivait à n'importe quelle heure en sortant du théâtre avec des camarades. Il sortait une bouteille de cidre d'une armoire et on faisait le bilan de la soirée, la critique de la pièce qu'on venait de voir. Et bon, ça ne durait pas très tard parce qu'on travaillait le lendemain matin, mais nous restions souvent jusqu'à 1h du matin là. Et comme il y avait des taxis qui circulaient partout, à chevaux, on rentrait chez soi comme ça en taxi. Nous y allions avec Louis d'Albufera et Louise-Anne Mornan quelquefois, avec Jacques de Bonneval, avec Bertrand de Fénelon, qui était un grand ami de nous tous, et nous parlions très librement pendant 3/4 d'heure, là, chez lui, très simplement. De quoi parliez-vous? Eh bien, surtout, comme nous sortions, nous faisions ça que les soirs où nous allions au théâtre. De sorte qu'au fond, c'était généralement la pièce qu'on venait de voir, dont on parlait surtout. C'était ça le sujet que nous avions en quelque sorte tout frais dans notre mémoire et dont nous parlions. Et maintenant, Proust, évidemment, devait nous poser des questions aussi sur toute la vie mondaine qui l'intéressait, puisqu'il écrivait déjà. Il écrivait, nous ne savions pas encore, mais enfin, il préparait à ce moment-là le côté de chez Swann. Mais à ce moment-là, vous savez, Proust n'était pas connu comme un grand auteur, étant donné qu'il n'avait publié que Les plaisirs et les jours, et puis les livres sur Ruskin. Les Swann ne sont venus qu'après. Et quand on parlait de Proust et qu'on disait, vous savez, c'est un homme remarquablement intelligent, je me rappelle, on me répondait, ah oui, Proust, de l'Hôtel Ritz. Monsieur de la Crotelle. En tout cas, s'il a été snob au début de sa vie, vous ne l'avez pas connu, il est certain que nous en avons tiré un grand profit. Parce que il a été le mémorialiste, le Saint-Simon de son temps. Alors voilà qui l'excuse en partie et même qui lui donne une grande place dans la littérature.
Maintenant, sur son snobisme, il y aurait beaucoup à dire. Voyez-vous, je crois que c'est son sens historique et son pouvoir de visionnaire qui faisait qu'il avait un grand désir de s'approcher de tels personnages illustres, descendants d'une grande dame, d'un homme qui avait joué un rôle dans l'histoire. C'est cela qui l'amusait. Je vous parlais tout à l'heure de son désir d'établir des filiations entre les personnages du présent et ceux d'autrefois. Eh bien, son snobisme, c'était cela. Quand il allait chez Madame de Noailles et dans les grandes familles, vous ne croyez pas qu'il s'amusait à retrouver tel passage de Saint-Simon qui relatait un trait des ancêtres de ses hôtes? Mais ça n'est pas douteux. Quand il allait à Vallières chez le duc de Guiche, c'était la même chose. Donc je crois qu'on a beaucoup exagéré le snobisme de Proust. Et je le répète, nous lui devons ses plus grandes réussites. Alors, comme liseur de Proust, ça me suffit, je l'absous. Le Proust mondain, le Proust de l'hôtel Ritz, se devait d'aller dans les stations à la mode. Les stations à la mode, au début du siècle, étaient les plages de la côte normande, et particulièrement Cabourg, le Balbec des jeunes filles en fleurs. Nous y sommes allés avec Philippe Soupeau, qui y connut Proust, à cet hôtel même où descendait le futur auteur de La Recherche du temps perdu. Tous les soirs, vers 6 heures du soir, on entendait dans le hall une sorte de brouhaha, une sorte de remous, et on entendait des cris poussés par les petits groupes qui disaient « Voilà monsieur Marcel Proust, voilà monsieur Proust ». Et immédiatement, les petits groupes se précipitaient parce qu'ils voulaient apporter le fauteuil de monsieur Proust qui, en effet, leur valait un bon pourboire. Et Proust était toujours, comme vous le savez, extrêmement sensible à la donner des pourboires, au don des pourboires. Et on apportait ce fauteuil, et qui est celui que j'ai vu lorsque Proust venait armé d'un parapluie parce qu'il avait extrêmement peur du soleil. Et il craignait toujours qu'un nuage ait caché le soleil et qu'il ne réapparaisse brusquement. Il était enveloppé déjà avec des foulards parce qu'il était très frileux. Mais surtout, il s'asseyait là et il regardait les gens passer. Il regardait les gens passer, il s'intéressait à tous les gens de Cabourg. Il me demandait si je connaissais tel monsieur ou telle dame. Et il me disait, vous savez, ne vous étonnez pas, je suis un peu concierge. Mais surtout, au fond, je crois que ce qu'il cherchait, c'était des souvenirs. Sur cette esplanade, cette jetée, eh bien, il cherchait à se souvenir du temps où il rencontrait les jeunes filles en fleurs. Nous ne savions pas qu'il était un écrivain. Il ne se vantait pas d'avoir publié un bouquin il y a très longtemps qui s'appelait « Les plaisirs et les jours ». Il n'en parlait jamais et nous ne savions pas qu'il écrivait. Je regardais les tables rondes, dont l'assemblée innombrable emplissait le restaurant, comme autant de planètes telles que celles-ci sont figurées dans les tableaux allégoriques d'autrefois. D'ailleurs, une force d'attraction irrésistible s'exerçait entre ces astres divers, et à chaque table, les dîners n'avaient Dieu que pour les tables où ils n'étaient pas. Vous avez dîné ici avec Proust? Dans cette salle à manger même, à cet endroit même, et même, si vous voulez, à cette place même. Parce que 3 ou 4 fois par semaine, Proust invitait ses amis et ses connaissances et les amis de ses amis. Nous étions fort nombreux, quelquefois jusqu'à 12, 14, même 20. Et Proust était extrêmement heureux de recevoir les gens. Il aimait, il était accueillant, il aimait séduire. Et cependant, au bout d'un certain temps, voyez-vous, il se fatiguait. Ou bien alors, je l'ai su depuis, je l'ai su plus tard, il avait envie d'aller écrire. Et alors, à ce moment-là, il y avait une chose, il avait un truc merveilleux. Il proposait à ses amis des cigares, il disait « Maître d'hôtel, apportez des cigares ». Alors je dois dire qu'on apportait des cigares et tout le monde se servait, on commençait à allumer des cigares. Alors il disait « Excusez-moi, je ne peux pas supporter la fumée du cigare, ça me fait tousser, je me retire ». Et comme ça, il finissait son banquet plus vite qu'il n'aurait dû. Et au fond, ce qui l'intéressait, c'est son petit monde quotidien. N'est-ce pas? Il s'intéressait beaucoup aux concierges, il s'intéressait beaucoup aux liftiers,
Il s'intéressait beaucoup, même à la femme de chambre qu'il jugeait très sévèrement. À côté des voitures, devant le porche où j'attendais, était planté comme un arbrisseau d'une espèce rare un jeune chasseur qui ne frappait pas moins les yeux par l'harmonie singulière de ses cheveux colorés que par son épiderme de plante. À l'intérieur, dans le hall qui correspondait au narthex ou église des catéchumènes des églises romanes, et où les personnes qui n'habitaient pas l'hôtel avaient le droit de passer, les camarades du groom extérieur ne travaillaient pas beaucoup plus que lui, mais exécutaient du moins quelques mouvements. Il est probable que le matin, ils étaient au nettoyage. Mais l'après-midi, ils restaient là seulement comme des choristes qui, même quand ils ne servent à rien, demeurent en scène pour ajouter à la figuration. Mais le chasseur du dehors, aux nuances précieuses, à la taille élancée et frêle, gardait une immobilité à laquelle s'ajoutait de la mélancolie. Car ses frères aînés avaient quitté l'hôtel pour des destinées plus brillantes, et il se sentait isolé sur cette terre étrangère. C'est aussi avant l'autre guerre que M. Jean Cocteau rencontra Marcel Proust. Proust habitait 102 boulevard Haussmann. Je me souviens, moi qui ai une très mauvaise mémoire des chiffres, je me souviens de ce 102 boulevard Haussmann parce que nous échangions des enveloppes. Nos enveloppes de lettres portaient des poèmes, des poèmes adresses, à l'exemple des adresses poèmes de Mallarmé. Et je me souviens d'une de ces adresses qui était 102 boulevard Haussmann, Oust, Couret, facteur chez Marcel Proust. Et Marcel, lui, écrivait de considérables poèmes sur les enveloppes et le facteur ne s'y retrouvait pas. Il avait une écriture très difficile qu'on défaisait comme on dépiote une noix. Et le facteur avait beaucoup de peine à trouver le nom et l'adresse. Et j'habitais 10 rue d'Anjou et j'avais pris l'habitude le soir d'aller rendre visite à Marcel Proust, boulevard Haussmann. Je ne crois pas que la porte de Marcel Proust était aisée à franchir. Eh bien d'abord, c'était tout un cérémonial pour entrer chez Marcel parce qu'on était arrêté dans le vestibule par Céleste. Céleste vous demandait, beaucoup plus tard quand elle m'a connu, « Monsieur Jean, est-ce que vous n'avez pas rencontré une dame, donné la main à une dame qui aurait touché une fleur ?» Parce que Marcel vivait dans un nuage de poudre anti-asthmatique, il avait peur des crises d'asthme et il craignait même l'approche d'une personne qui aurait approché une personne ayant respiré une fleur. Comment vous accueillait-il chez lui ? On entrait dans un véritable nuage de poudre anti-asthmatique. Alors il était couché, tout habillé sur son lit, un lit de cuivre, et le lit de cuivre était enfermé dans une sorte de guérite en liège qui le protégeait contre les bruits extérieurs, et il portait des gants blancs pour éviter ce tic qu'il avait de se ronger les ongles, et il ressemblait avec barbe à Carnot Mort ou à Harun al-Rashid ou au capitaine Nemo. Avec sa chambre ressemblait pas mal au Nautilus, et quand il n'avait pas de barbe, il ressemblait au fameux portrait de Jacques-Émile Blanche où il a l'air d'un œuf de Pâques. Quand le soir, nous lui demandions quelquefois de nous lire des passages de son œuvre, et c'était très difficile de l'écouter parce que il lisait en riant, en se barbouillant, ce rire sur la figure, et avec sa barbe sous sa main gantée, et il coupait sa lecture de c'est idiot, et il nous expliquait qu'un geste n'aurait de signification que dans le 15e volume qui était trois sous la pile pour qu'il le cherche. Et c'était des lectures qui étaient plutôt un brouhaha amical. Son asthme ne l'empêchait pas de sortir ? Il sortait, il allait quelquefois, très rarement dans le monde, où il se coupait les cheveux lui-même avec des ciseaux à ongles, avec le coupe-tif, et il allait quelquefois rendre visite en pleine nuit à Mme de Chevigné, qui disait « Marcel arrive à n'importe quelle heure avec des appareils dans sa poche ». Elle se trompait, c'était des bouteilles. Il avait toujours des bouteilles d'eau de Vichy dans sa poche. Il disait « Il arrive comme l'accoucheur », disait-elle. Et il allait aussi, il a été au ballet russe, il a été une fois au ballet russe. C'était l'époque des ballets russes. Il a été au ballet russe un jour dans la loge de Madame Certes, et cette loge était très curieuse parce qu'il y avait dans la loge Renoir, Auguste Rodin et Proust. Et ils se sont fait tant de politesse pour s'asseoir qu'ils se sont assis pendant que le rideau baissait. Ils n'ont pas pu voir l'après-midi d'un faune. Chez Marcel, tout était cérémonial. D'abord, il était extrêmement susceptible. Il croyait toujours qu'on avait commis une faute à son égard, et peut-être l'avait-on commise, parce qu'il vivait avec une telle hypersensibilité qu'il est possible qu'on ait commis des fautes dont on ne se rendait pas compte.
Très souvent, il était chez Larue, il me disait, il m'écrivait 15 pages, vous avez fait semblant, mon cher Jean, de ne pas me voir. Je n'avais pas vu Marcel, je pense bien que je me suis précipité à sa table. Simplement, il en faisait toute une aventure, et si en magnifiant ce que je te raconte, et en le, comment dirais-je, en le transcendant, on a l'œuvre de Proust. Il vivait dans un perpétuel labyrinthe de politesse, d'impolitesse. Un jour, il m'a écrit, je sais pas, 20 pages de griefs à soumettre. Il voulait que je lise la lettre à Étienne de Beaumont. Il m'avait écrit 20 pages de griefs contre Étienne de Beaumont. Il voulait que je la lui lise. Et puis alors, il avait comme post-scriptum, au fait, ne lui dites rien. Ce n'est pas M. Paul Morand qui est allé à la rencontre de Proust, c'est Proust qui, à l'improviste, est venu chez lui. Oui, à peine avais-je dit à ses amis avec lesquels je dînais que Proust, pour moi, ça sert quelque chose comme Flaubert, que ça intriguait énormément Proust, et que, à une de mes permissions à Paris, il est venu sonner à minuit, et j'ai trouvé, devant la porte du petit rez-de-chaussée que j'habitais rue Galilée, c'était au mois d'août 1915, un homme dans une plisse, avec une figure très pâle, une barbe qui repoussait comme de la moisissure de fromage, très bleue autour du menton, des grands yeux très bistrés, des cheveux noirs épais, des dents magnifiques, et une voix très douce, très insinuante, mais en même temps avec beaucoup d'autorité. Il était habillé, j'avais devant moi un personnage de 1905. Il était habillé, il avait un chapeau melon gris, je le vois encore, sa plisse avec un vieux col de loutre, tout usé, une cravate qui ne tenait pas à son col, le col tenait mal à la chemise, il avait la chemise empesée qu'on avait à ce moment-là, il se battait continuellement contre cette chemise qui bâillait sous sa cravate, la cravate remontait sur le col, les manchettes étaient tournées à l'envers. Il avait une canne, comme on l'avait à ce moment-là, une canne de théâtre en bois d'amourette, des souliers avec des empeignes de daim gris, bref, exactement la mode de 1905, époque à laquelle il s'était couché pour ne plus se relever qu'une ou deux fois de temps en temps. La phrase avec laquelle il entra, je me suis amusé à la reconstituer. Je le dis, n'y voyez pas d'irrévérence, mais je suis un des derniers à avoir bien connu Proust, et je vais vous donner une idée de ce qu'était sa conversation, bien que ses livres en donnent tout à fait une idée, car sa phrase écrite ressemble étonnamment à sa phrase parlée. Voici par exemple ce que je disais. Vous arrivez de Paris, vous trouverez avec raison, je vous prie, monsieur, recouchez-vous, vous allez attraper froid. J'étais en pyjama et toujours dans l'antichambre. Vous jugerez sans doute malséant qu'on vous réveille à cette heure-ci, mais je ne sors guère de chez moi, je me lève tard, et j'ai d'ailleurs tort de me lever, car je pèse là le lendemain, par des souffrances atroces et par un excès de soins ridicules et infinis, qui sont pourtant une nécessité, car il faut vivre avec sa maladie, on ne guérit jamais, et la maladie chronique est une vieille dame qui adore qu'on ait pour elle des égards, vous auriez le droit de vous plaindre, vous aussi, bien que vous soyez un jeune homme et non une vieille dame, que je manque d'égards pour vous en sonnant à votre porte à minuit. Si j'ai pris cette liberté, c'est parce que j'avais le vif désir de connaître quelqu'un, il s'agit de vous, qui a émis sur moi, on me l'a rapporté, je ne vous connais pas encore assez pour qu'on me rapporte de vous autre chose que des propos qui me soient agréables et même délicieux à entendre, qui a émis sur moi, ou plus exactement sur mon livre, des jugements, je n'aurais pas l'audace de dire les plus pertinents dans le style de notre ami Dubos, mais les plus délicats. Mais Proust avait ce débit à la fois monocorde et précipité ? Précipité, non, c'était une phrase très chantante, extrêmement longue, qui n'en finissait jamais, pleine d'incidentes, d'objections qu'on ne songeait pas à formuler, mais qui formulait lui-même. Elle ressemblait à une route de montagne qu'on gravissait sans jamais arriver au sommet. Beaucoup d'incidentes qui soutenaient la phrase comme des espèces de ballonnets d'oxygène et qui l'empêchaient de retomber. Pleine d'argussie, d'arborescence, tout ça très fluide, très doux et en même temps très viril. Quand on a fait des portraits de Proust, comme Malaparte par exemple le met au théâtre, il en fait un personnage faible et efféminé. C'était absolument pas Proust.
Proust avait beaucoup d'autorité, ce que les Anglais appellent poise, du poids, de l'autorité morale, en même temps beaucoup de courage. Vous regardez bien en face, l'air un peu de défi, de d'Artagnan, la tête en arrière. Il était très courageux. Je me rappelle qu'un jour, pendant la guerre, un soir de bombardement, nous descendons de l'hôtel Ritz et il n'y avait qu'un taxi. Proust hèle le taxi, un Américain le hèle de l'autre côté, chacun des deux entre par une portière, il y a une altercation, et bien Proust, qui était un malade et qui ne tenait pas sur ses jambes, à ma grande surprise, a envoyé un coup de poing à l'Américain. Je l'ai vu par exemple un jour chez Larue au restaurant, où venait lui tendre la main quelqu'un qu'il soupçonnait de dire beaucoup de mal de lui, je crois que c'était vrai d'ailleurs, et alors il l'a reçu d'une manière extraordinaire. Nous étions là, je crois qu'il y avait Lévi Vesco et moi, et nous avons gardé le silence, et je vois encore la main de Marcel posée, n'ayant pas un frémissement, pendant qu'il lui disait les insolences les plus calculées. J'ai peine à croire pourtant, monsieur, que Proust ait eu un maintien de bagarreur, comme on dit aujourd'hui. Non, ce n'était pas un bagarreur, mais c'est pour vous dire qu'il était très courageux et qu'il n'avait peur absolument de rien malgré sa faiblesse. C'était un homme qui pouvait à peine se traîner de son lit au taxi, du taxi chez la personne chez laquelle il était, et là, il s'enfonçait dans un fauteuil, il ne bougeait plus. Il s'appuyait aux accotoirs, quand il se retournait généralement tout d'une pièce, très gêné par toute cette armure d'empois dont je parlais tout à l'heure, et la chemise qui bâillait sous lequel sortaient 3 gilets de laine tricotée, et les cheveux partaient, l'épi se dressait, il l'essayait avec sa main de le rabattre, puis pendant ce temps-là, ce geste faisait partir la cravate à gauche, il la ramenait à droite, il s'était habillé dans l'ascenseur. On avait l'impression d'un personnage du musée Grévin. C'était à la fois comique, mais extrêmement touchant, et le touchant l'emportait beaucoup sur le comique. Chez lui, c'était très différent. Chez lui, il avait tellement l'habitude de vivre couché qu'il y avait un lit dans chaque chambre. Il y avait non seulement un lit dans sa chambre, mais il y avait un lit dans le salon. Dans sa chambre, il était couché. Dans le lit du salon, il était plutôt étendu, habillé et en plisse. Pendant ce temps-là, Céleste faisait le lit dans sa chambre. Il y avait des jours qu'il commençait à travailler assez tôt. D'autres jours, il ne commençait qu'à travailler vers 10 ou 11 heures du soir. Quelquefois, il prenait son travail dans l'après-midi, ce qui était rare, mais tout ce qui était le départ pour commencer de travailler, c'était surtout une grosse question qui jouait, c'était sa santé. Comme il était un grand malade, car il avait des crises d'asthme terribles, et quand il étouffait, il ne pouvait pas se livrer au travail, et il ne prenait rien. Il s'est privé de presque toute nourriture, il ne prenait que du café au lait. Et je le voyais presque jamais manger, ou exceptionnellement une fantaisie qu'il avait envie et qu'on faisait porter de la rue. De chez la rue, je téléphonais, on envoyait ce qu'il avait le désir de manger. Quand il sortait, et alors, il travaillait après avoir pris son café au lait le deuxième. Et puis, il travaillait quelquefois, jusqu'à minuit. Et à minuit, Céleste le mettait dans l'autre pièce. Elle battait les tapis à minuit, et inutile de dire que pour battre les tapis à minuit, il fallait qu'elle donne de gros pourboires aux voisins. D'ailleurs, c'était tellement dans les habitudes de la maison, boulevard Haussmann, que quand les voisins du dessus engageaient un domestique, ils lui disaient « Nous ne vous donnerons de gage que 50 francs par mois, mais il y a au-dessus un monsieur Marcel Proust, qui vous en donnera 100 régulièrement si vous voulez bien marcher avec des chaussons parce que le bruit le gêne. » Je n'ai connu que boulevard Haussmann, où il avait tellement peur du bruit qu'il payait très cher les ouvriers pour ne pas travailler dans l'appartement d'au-dessus. Alors les gens revenaient stupéfaits parce que rien n'avait été fait de ce qu'ils avaient commandé aux ouvriers. C'est parce que Marcel les payait très cher pour ne pas travailler au-dessus de sa tête. Proust était très généreux, toujours, monsieur. Proust était très généreux. Il donnait des pourboires énormes. Il sortait au milieu de 2 rangs de garçons de café et de maîtres d'hôtel qui s'inclinaient jusqu'à terre. Ce qui exaspérait notre ami Antoine Bibesco,
qui était une espèce de Méphistophélès comique qui s'agitait dans l'ombre de Proust. Aussitôt que Proust avait donné un pourboire, Proust prétendait qu'il allait interroger les domestiques derrière pour savoir combien ils avaient reçu, et ensuite, pour ruiner mon effet, disait Proust, pour leur expliquer que Proust s'était trompé, il leur avait donné beaucoup plus qu'il n'avait l'intention de lui donner. Bien oui, là, il y a une histoire excellente. À la fin de sa vie, Proust allait au Ritz, beaucoup au Ritz, où il allait rendre visite à la princesse Souzo, qui est devenue Madame Paul Morand. Et quand il sortait, il distribuait des pourboires. Et il ne lui restait plus rien en poche, et il dit au concierge, « Pouvez-vous me prêter 50 francs ?» « Mais oui, monsieur Proust, les voilà. » Et Proust dit, « Gardez-les, c'était pour vous. » Dans le salon où il nous recevait, rue Hamelin ensuite, mais d'abord boulevard Haussmann, c'était un salon, comme son habit, c'était un salon 1900, 1895-1900, avec des tapisseries de verdure, des meubles en reps vert avec des chenilles, le portrait du docteur Proust, son père, dans un cadre de pluche rouge au milieu du salon, sur un chevalet, et au mur, le portrait de l'enfant admiré de la maison, qui était Marcel Proust, jeune, vu par Jacques-Émile Blanche. La chambre de Marcel ressemblait aux maisons de famille quand on est parti pour les vacances. Tout était enrobé de housses, les lustres, les meubles, et comme je te l'ai dit tout à l'heure, la poussière partout parce qu'on n'époussetait pas, on ne balayait pas. Cocteau l'avait comparé à un aquarium glauque. Et je me souviens que Proust avait été très vexé de cela. Et il me dit, est-ce que vous trouvez que ça ressemble à un aquarium glauque, ma chambre? Et quelquefois, Marcel quittait son lit et il allait dans son cabinet de toilette. Et il lui arrivait de manger debout des nouilles froides. Je l'ai vu manger des nouilles froides debout. Et il était vêtu d'une sorte de gilet de juste au corps en velours violet qui semblait contenir les rouages de son mystérieux mécanisme. Ainsi semble se dessiner un Proust frivole, un peu excentrique. Pourtant, c'est le même Proust qui est l'auteur d'une des œuvres les plus douloureuses de notre temps. C'est sans doute qu'il jouait de son apparence, qu'il jouait de sa frivolité, que cette frivolité lui permettait de recueillir les anecdotes qui contribuent à donner à son œuvre cet aspect de chronique d'une époque où l'humour noir se mêle sans cesse à la description la plus déchirante des passions humaines. Et il ne faut pas oublier qu'il a étudié sur lui-même les plaies de ses personnages. Une de ces plaies, je n'en parlerai pas, mais vous savez à quoi je fais allusion. Et on ne peut pas être allé plus loin qu'il ne l'a fait dans cet ordre. Et alors une plaie plus modeste, si j'ose dire, et un peu ridicule, et un peu honteuse, et qui est le snobisme. Eh bien, la peinture que Proust en a faite, se trouve que dans son livre, elle atteint, si vous voulez, un degré de profondeur qui nous éclaire beaucoup sur l'homme. Et cela, c'est sur lui. C'est sur lui qu'il l'a étudié. Avec moi, il parlait beaucoup politique étrangère. J'étais au cabinet de M. Briand, ça l'amusait beaucoup de savoir ce qui se passait. Il parlait beaucoup de stratégie, ça l'intéressait énormément et il suivait la guerre d'extrêmement près. Il lisait tous les chroniqueurs militaires, qu'il y trouvait généralement idiots, sauf un qui était Henri Bidou, qui n'était pas un professionnel. Mais il y en avait un entre autres qui s'appelait Général Cherfis, dans l'Écho de Paris, je crois, qui faisait son bonheur tant il était stupide. Mais il les a passablement ridiculisés dans le temps retrouvé, au reste. Oui, alors c'est là qu'intervient, je crois, cette formation de ces personnages. Tantôt, surtout c'était les personnages secondaires, étaient tout d'une pièce et on pouvait mettre un nom sur ces personnages. Tantôt, comme dans les rêves, c'était une création onirique où 2 ou 3 personnes, il empruntait des traits à 2 ou 3 personnes. Prenez le diplomate Norpois. Eh bien, le diplomate Norpois est fait avec 3 personnes. Avec un ami de son père, qui était l'ambassadeur de France à Rome et qui s'appelait Barrère, que d'ailleurs Proust détestait. Lorsque j'ai été attaché à Barrère 2 ans plus tard,
Proust m'a dit « Oh, vous serez très malheureux avec cet homme-là, je vais vous expliquer pourquoi. » Il ne se trompait pas. Ensuite, il y avait pour Norpois une vieille bête charmante qui s'appelait le ministre de Grèce, qui s'appelait Guilhem. Et un troisième personnage qui était le marquis de Montebello. Eh bien, pour presque tous ces personnages, il y a des traits empruntés à droite et à gauche. Mais quelquefois, et je vous dis surtout pour les personnages secondaires, ils mettaient un seul nom. Et ce qui est plus grave, pour ne pas avoir à chercher un nom, il laissait le nom véritable. Et quelquefois, il l'oubliait sur épreuve. Il s'amusait beaucoup de cette anecdote. Un jour, il décrivait une fête chez la duchesse de Rohan, qui s'appelait à ce moment-là princesse de Léon. Et il met cette fête chez la duchesse de Rohan, sans en dire du mal d'ailleurs, mais enfin, il laisse le nom dans le livre, ce qu'il n'aurait pas fait, sauf par inattention. Et à son grand étonnement, il reçoit une lettre de la pauvre, de celle qu'on appelait la bonne duchesse, et qui lui écrit « Cher monsieur Proust, je suis si touché que vous vous soyez souvenu de cette fête que j'ai donnée en 1912, etc. » Je me souviens qu'un jour, je lui avais dit « Oh, mais Madame Verdurin, je la connais, je connais son modèle. Il s'agit certainement de ma tante, Madame Ménard-Dorion, qui avait un salon littéraire, un salon musical, beaucoup de ferveur, un petit peu politique, très personnel. Enfin, j'avais reconnu Madame Verdurin et plusieurs scènes que j'avais vues chez elle. Et je savais que Proust y était allé. Alors, Proust a commencé par nier. Il m'a dit, mais non, oh, ne croyez pas ça, je me suis servi, je la connais très peu, je me suis servi de beaucoup d'autres personnes. Il est vrai, il avait dû faire un amalgame comme il a fait pour tous ces personnages. Mais, imaginez-vous qu'un jour, un soir plutôt, j'étais chez moi et je reçois une lettre de Proust, un billet qu'il m'avait envoyé par son chauffeur. Je lis ce billet et il me dit, cher ami, je vous supplie, donnez-moi un renseignement dont j'ai besoin immédiatement. Je voudrais savoir comment les fleurs dans les surtouts de table se tiennent droit chez votre tante Ménard-Dorion. Vous rappelez-vous quel est le système qui fait tenir ces fleurs sur la table, dans les surtouts de table? Il était en train de décrire un dîner Verdurin, il avait besoin de ce détail immédiatement. Madame de Chevigné, dont il a fait la duchesse de Guermantes, n'aimait pas les livres de Marcel. Elle dit, je me prends les pieds dans ces phrases. Marcel était consterné, très amer, et il me disait, il faut que vous lui lisiez des passages de mon livre. Je disais, Marcel, c'est comme si M. Fabre demandait aux insectes de s'intéresser à ce qu'il a écrit sur eux. Madame André Mauroy, vous apparaissez vous-même, je crois, dans l'œuvre de Marcel Proust. Oui, il se trouve que je suis Mademoiselle de Saint-Loup, un personnage mineur qui apparaît très brièvement à la fin du Temps retrouvé. Comment savez-vous que vous êtes Mademoiselle de Saint-Loup? Proust vous l'a-t-il dit ou... Eh bien, Proust, au moment où il faisait le plan de son roman Fleuve, a souhaité y introduire un personnage de 3e génération qui puisse donner au lecteur l'impression du temps qui s'est écoulé. Et Mademoiselle de Saint-Loup est la petite fille de Swann et d'Odette. Elle est la fille unique de Gilberte Swann et de Robert de Saint-Loup. Et par conséquent, elle est la 3e génération de cette famille qu'il a étudiée, analysée et observée pendant 13 volumes. Ses joues ressemblaient à des pivoines. Il a décidé à un moment donné qu'il avait besoin de me connaître. Tout de suite, il a voulu faire ma connaissance. À ce moment-là, j'avais 13 ans. Et il ne m'avait jamais vu parce qu'à cette époque, les enfants étaient très peu mêlés à la vie des grandes personnes. Et il est apparu un soir chez mes parents, à 11h du soir, en exigeant que je lui sois montré tout de suite. Et je dormais profondément. On est monté dire à mon institutrice anglaise qu'elle devait me réveiller et m'envoyer au salon. Elle a été très choquée et j'étais furieuse, n'est-ce pas, une petite fille qu'on vient arracher à son premier sommeil pour lui dire de s'habiller et d'aller faire la connaissance d'un monsieur au salon. J'étais furieuse et je suis descendue de très méchante humeur et vraiment décidée à être boudeuse.
Mais Marcel Proust était un homme d'un charme ensorcelant, et très vite, il a fait fondre toutes mes résistances. Dans Les Mémorables de Maurice Martin du Gard, au premier tome, je crois que le volume s'ouvre justement sur un bal que donne ma femme et où Marcel Proust est installé à côté de la cheminée sur la prise de chaleur, bien entendu, ayant gardé bien entendu sa pluie. D'ailleurs, si ces souvenirs sont exacts, je vais demander à ma femme si elle se rappelle exactement comment ça s'est passé. Tu te rappelles cette soirée Oui, très bien. Proust était très content parce qu'il avait envie qu'on lui raconte l'assassinat de Raspoutine. Et il y avait justement un Russe, là, qui avait parlé très longuement. D'autres personnes avaient envie d'être présentées à Proust, mais il les écartait tout de suite comme ça de la main. Il continuait à se concentrer sur Raspoutine. En somme, le Ritz, c'était sa journée. La nuit du Ritz, c'était sa journée. Oui. Il vivait la nuit. Alors à partir de ce moment-là, il est venu couramment au Ritz 2-3 fois par semaine. Il dînait en bas au restaurant, puis il montait chez moi. Il mangeait, il buvait, il parlait, il me racontait toutes les histoires de la journée. Il adorait les potins. Il téléphonait parfois pour avoir une précision, demandant à une femme quelle robe elle avait portée un soir. Ah oui, à moi, toujours. Ah, il vous téléphonait pour cela? Oh, il n'avait pas besoin de me téléphoner, il voulait me voir. D'abord, il ne téléphonait pas, il faisait téléphoner par Céleste. Céleste téléphonait en disant « Monsieur Marcel Proust, qui a peur de mourir la semaine prochaine, demande s'il ne pourrait pas venir voir Madame la Princesse pour la dernière fois ce soir. » Alors il disait oui, naturellement, j'étais enchantée. Alors Marcel arrivait et disait « Je sais que vous avez été dans telle ou telle soirée, qu'est-ce que vous portiez ?» Mais enfin, madame, tout le monde est d'accord pour dire qu'il sortait très peu. Au fond, ses amis se comptaient sur les doigts des mains. Oui. Et vous dites qu'il racontait des potins, qu'il était au courant des potins. Parce qu'il recevait des visites. Il y avait des petits jeunes gens du monde, n'est-ce pas? Dans le genre d'Édith Guéigneron, par exemple, qu'il aimait beaucoup. Et ainsi, il était tenu au courant. C'est la télépathie des malades. Il savait tout sans bouger de son lit. Oui, c'est vrai. Il est très difficile de faire la part de ce qui est renseignement pur, qu'il tirait de ses interlocuteurs, et de la détente que leur présence amenait. Un homme qui a écrit toute la journée était content de voir quelqu'un qui vient du dehors. Souvent, surtout avec les gens du monde, il cherchait des renseignements très précis, avec Édith Guéigneron, avec le comte de Beaumont, avec des générations plus jeunes que ses anciens amis qui étaient Flair, Guillaume de Loris, Albufera, etc. On avait l'impression que c'était pour se documenter et pas pour s'amuser. On avait le sentiment que tout était dirigé vers cette œuvre énorme, n'est-ce pas, qui portait en lui. Donc il parlait ou sur laquelle il était discret? Non, il en parlait. Il en parlait sans entrer dans des détails. Il en parlait d'une façon générale, par exemple, il faudrait que je corrige mes épreuves, ça m'est très difficile parce que comme je prends tantôt de l'atropine qui me dilate les pupilles et tantôt de la caféine qui me les contracte, je finis par ne plus voir du tout. Et en effet, je me rappelle d'une soirée où en bas au Ritz, sur un tout petit guéridon qui avait peut-être 10 cm², je ne sais pas, on lui a apporté d'énormes épreuves et il s'est mis à corriger. Vous savez, comme il corrigeait des épreuves, il ajoutait au moins autant dans la marge que sur le texte. Marcel Proust était déjà comme cloîtré pour terminer son œuvre quand Emmanuel Berle le rencontra. Je l'ai très bien connu sous un certain angle, pendant un certain temps, dans des rapports qui ont été tout de même très déterminés. N'est-ce pas? Je l'ai connu par lettre, parce que j'avais envoyé à une amie commune une lettre au sujet de sa préface à Sésame et les Lys, et comme c'était au début de la guerre, et qu'il y avait des petits éclats de shrapnel dans la lettre, quand elle lui a été communiquée, ça l'a bouleversé. Alors il s'est considéré comme tenu de m'écrire. Il l'a fait, il m'a envoyé des lettres assez nombreuses que j'ai malheureusement perdues dans les tranchées où je les ai reçues. Et quand je suis sorti des tranchées et que je suis venu à Paris, ce dialogue a continué tout naturellement. Je suis allé le voir un certain nombre de fois, 2 fois par semaine, le soir, à minuit, comme tout le monde, et j'entrais dans sa chambre, et il continuait à m'expliquer ce qu'il m'avait expliqué par lettre. Ce qu'il m'expliquait, c'était que chacun est irréductiblement seul et qu'il ne peut pas y avoir de communication entre les personnes. Chose que, pour ma part, je ne croyais pas.
Alors, j'ai retrouvé une lettre de lui, miraculeusement, et cette lettre sur l'amitié traite du même thème. Mais je ne suis moi que seul, et je ne profite des autres que dans la mesure où ils me font faire des découvertes en moi-même, soit en me faisant souffrir, donc plutôt par l'amour que par l'amitié, soit par leur ridicule, que je ne veux pas voir dans un ami, dont je ne me moque pas, mais qui me font comprendre les caractères. Ce qui m'enseignait, c'était la solitude de l'homme et la nécessité d'accepter. Il pensait que chacun est seul, que on a des sentiments et des passions, mais qui sont indépendants de leur objet supposé, et que personne ne communique jamais avec personne, que nous sommes tous autant d'îlots. Est-ce qu'il ne pensait pas que la passion pouvait être un moyen de communication? Je pense la passion du narrateur pour Albertine, la passion de Swann pour Odette. À aucun degré. La passion ne vous révèle jamais son objet, elle ne peut pas vous le révéler. La passion vous révèle vous-même. Elle vous met en contact avec vous par la souffrance. Mais vous pouvez avoir une passion très forte pour une personne à laquelle vous ne comprenez rien du tout. Et même dans son livre, moins vous comprenez les gens, plus votre passion devient grande, parce que la jalousie est précisément la mesure de cette incompréhension. C'est pas il sait bien qu'il ne connaît pas Albertine. Il l'aime, mais il ne la connaît pas. Et même après sa mort, il cherche à la connaître et il n'y parvient pas. Mais il connaît Saint-Loup. Non, absolument pas. Seulement, il est beaucoup plus indifférent. Il ne met pas la même passion à rechercher tous les actes sexuels de Saint-Loup qu'il ne met à rechercher les actes sexuels d'Albertine. Il ne fait pas d'enquête. D'ailleurs, l'enquête se fait toute seule, puisqu'il découvre quand même beaucoup de choses. Non, mais il y a tout de même des bouffées d'amitié pour Saint-Loup, des bouffées de tendresse, mais il est bien entendu que ça ne porte pas sur Saint-Loup. C'est des choses qui vous renseignent sur Proust. C'est un moyen que Proust a de s'appréhender lui-même, de se connaître lui-même. Pour ce qui est de Saint-Loup, il ne l'a jamais connu, pas plus qu'Albertine, pas plus que sa grand-mère, pas plus que personne, puisqu'il n'acceptait pas que je lui dise que je connaisse quelqu'un. Proust est quelqu'un qui devait avoir terriblement souffert, puisque vous savez qu'il était arrivé à un scepticisme, un nihilisme terrible, aussi bien en ce qui concerne l'amour qu'en ce qui concerne l'amitié. Car cet homme si aimable, si charmant, qui vous entourait de telles protestations d'amitié, ne croyait pas à l'amitié, ne croyait pas que l'amitié existe. Quant à l'amour, quant à ses idées sur l'amour, eh bien, ce qui fait que j'admire Proust, plus que tout, c'est que, étant l'homme qu'il était, il est arrivé, avec un amour de Swann, à nous donner la peinture de l'amour le plus normal, à mon avis la plus exacte, la plus parfaite que nous ayons eue depuis Benjamin Constant. Quand je contredisais, il allait au bout de la contradiction, avec une analyse toujours très méticuleuse, parlant à peu près comme il écrivait, avec ce tournoiement, n'est-ce pas, autour du sujet, jusqu'à ce qu'il soit fatigué et qu'il me chasse. Alors je m'en allais, moi même assez fatigué, vers 3h du matin, 4h du matin. Alors ces rapports se sont envenimés, parce que il y a eu un moment où je n'admettais plus du tout que tous les sentiments soient illusoires, en tout cas dans leur objet. Il m'a expliqué que la jeune fille avec laquelle je me croyais fiancé, le mieux pour moi serait de la trouver morte. Alors j'ai trouvé que c'était désagréable. Et il s'est fâché contre moi, il m'a dit que j'étais bête, il m'a dit « Vous êtes aussi bête que Léon Blum », ce qui signifiait dans son langage peut-être que vous lisez bien des livres, mais vous ne voyez pas la différence entre ce qui dans la vie est et ce qui n'est pas.
Et il m'a lancé ses pantoufles à travers... Il était dans son cabinet de toilette, moi j'étais toujours dans sa chambre. Il m'a lancé ses pantoufles à la figure. Et je suis sorti fâché. Évidemment, je crois qu'il était d'autant plus sensible là-dessus que si une communication avait été possible entre deux êtres, il supposait que cette communication aurait dû exister entre lui et sa mère. De sorte qu'il se sentait atteint, et précisément, je crois qu'il m'a trouvé bête, enfin il y avait beaucoup de raisons de me trouver bête, mais ce qui a fait qu'il me trouvait le plus bête, c'était que je ne comprenais pas en quoi je le froissais. Oh, je le comprenais d'ailleurs pas si mal, seulement lui me froissait aussi beaucoup. Alors, on s'est comme ça crêté sur la philosophie générale, et le cours qu'il me faisait a pris fin. Et mes rapports avec lui, du même coup. Parce qu'autrement, je n'en ai pas eu, il ne s'intéressait pas du tout à moi, ni il s'intéressait vraiment au développement de sa pensée didactique. Et quand je me réfère alors à ce que les autres personnes m'ont dit de lui, je suis même étonné qu'il y ait eu tant de foi, qu'il ait été si absolument convaincu que ce qu'il pensait était la vérité et qu'on devait y conformer son comportement, que justement, si on ne prenait pas son parti de la solitude, on était incapable de faire œuvre d'art, et que si on ne pouvait pas arriver à faire une œuvre d'art, on était en quelque sorte damné. Mon premier mouvement serait de croire qu'il a donné sa vie à une idole, mais je me tromperais, parce que, même du point de vue chrétien, je crois que une œuvre de l'importance de Proust et de la signification de l'œuvre de Proust ne peut pas ne pas être voulue, ne peut pas ne pas être une vocation. Et d'ailleurs, si peu que j'ai rencontré Proust, mais peut-être aussi dans les quelques lettres que j'ai échangées avec lui, eh bien, j'ai pu me rendre compte à quel point Proust avait ce sentiment de la vocation. Il savait qu'il donnait sa vie, et il savait qu'il le donnait non pas à une œuvre de vanité, à quelque chose d'important pour les hommes. Mais maintenant, je crois qu'il faut voir au-delà. Il faut que Proust mette au vestiaire son habit, sa plisse et ses souliers vernis, et nous le voyons dans son lit, à mesure que s'approche la fin, vêtu comme ce qu'il est, comme un artiste, comme un artisan, comme un travailleur de force, avec ses 3 gilets, sa fumée de fumigation et sa hâte de finir son œuvre. Depuis 1913, Madame Céleste Albaret était au service de Proust. Il vous parlait beaucoup de la mort, de sa mort avant. Il me disait que certainement, la mort le poursuivait et qu'il voudrait finir son œuvre. Et qu'il serait très désolé d'avoir travaillé tant et de laisser tout inachevé. Et un soir, un matin, quand je suis arrivée, il était comme un enfant à qui il aurait trouvé le plus beau jouet du monde et le bonheur le plus parfait. Il me dit « Oh, chère Céleste, j'ai une grande nouvelle à vous apprendre. » Et je lui ai dit « Et quoi? Qu'est-ce qui a donc passé de tellement important cette nuit dans cette chambre? » Quelque chose d'immense, quelque chose de tellement bien. Et qu'est-ce qui est arrivé? Et il se redresse, il me sourit et il me dit, j'ai mis le mot fin. Je peux mourir maintenant. Alors je lui ai dit, oh, fin, tant mieux, monsieur, votre désir est résolu. Mais qu'est-ce que j'aurai à coller comme petit papier? Et qu'est-ce que vous aurez à écrire comme correction? Ah, ça, ma chère, c'est autre chose. À force de coller les uns aux autres ces papiers que Françoise appelait mes paperoles, ils se déchiraient çà et là. Elle me disait, me montrant mes cahiers rongés comme le bois où l'insecte s'est mis, « C'est tout mité, regardez. C'est malheureux. Voilà un bout de page qui n'est plus qu'une dentelle. » Il examina comme un tailleur. « Je ne crois pas que je pourrais le refaire, c'est perdu. C'est dommage.
c'est peut-être vos plus belles idées. Marcel Proust était toujours malade, mais un jour, en novembre 1922, un jour il s'est senti plus fatigué et il avait contracté une bronchite. Il a voulu se lever, chanceler, et il m'a dit « Oh, ma chère Céleste, qu'est-ce qu'il m'arrive si je ne peux pas me suffire ?» Et alors, je lui ai dit « Mais ça ne sera rien, mais c'est tout à fait votre faute, parce que vous ne voulez pas faire ce que les médecins vous disent, vous ne voulez pas me prendre du lait chaud, vous ne voulez pas avoir de la chaleur. » Alors je lui ai dit « Vous allez toujours compliquer. » Alors il me dit « Eh bien, Céleste, ce soir, je vais prendre une sole pour vous faire plaisir. » Nous avons fait une belle sole, elle était prête et le professeur a sonné à la porte. Alors je lui ai dit « Monsieur le professeur, il va mieux ?» Il avait l'air mieux. Et il m'a demandé une sole, on la lui a préparée. Alors il m'a dit « Écoutez, avant de la lui servir, gardez-la et je vais lui faire d'abord une visite. » Et il est revenu, il me dit « Il ne faut pas lui donner à manger parce que je trouve qu'il est bien fatigué, mais je suis bien content parce que il m'a promis qu'il vous gardera toute la nuit près de lui, qu'il ne restera pas seul. » Alors je lui ai dit « Ah bien. » Toute la nuit, nous avons travaillé tous les deux. Il m'a dicté et il m'a dit à minuit, si je passe cette nuit, demain, Céleste, je prouverai au médecin que je suis plus fort qu'eux. Mais si je passe pas cette nuit, mais il y a cette nuit à passer. Je suis restée dans cette chambre glacée toute la nuit, on a travaillé toute la nuit. Et puis à 3 heures, il m'a dit, je vais un peu écrire parce que ça me fatigue de vous dicter. Alors je lui ai dit, ah bien. Et puis il m'a dit, oh, je ne peux pas, je n'en peux plus, je suis fatiguée. Céleste, n'oubliez pas de bien placer à telle page ce que je vous ai dicté, ce que j'ai écrit. Alors je lui ai dit, bien monsieur, reposez-vous, est-ce que je peux vous faire quelque chose de chaud? Non. Mais alors il a étouffé là, il suffoquait. Alors, le lendemain matin, il m'a dit, c'était vers 7 heures, il me dit, s'il y avait du café au lait, tout chaud, tout prêt, je le prendrai tout de suite pour vous faire plaisir à vous et à mon frère. Je vais chercher le café au lait, je lui porte tout de suite, car à la thé permanent, il y en avait toujours de frais faits. Et alors, il a pris je lui ai dit, voulez-vous que je vous aide à le boire? Il a pris son bol, il l'a mis à la lèvre, il l'a bu, il m'a regardé, il m'a dit, je vous aurais fait plaisir à vous et à mon frère. À partir de ce moment, il s'est mis à arranger différentes petites choses. Et alors j'ai vu vraiment qu'il allait mal. Voici l'enveloppe sur laquelle Proust griffonna ces quelques mots la veille de sa mort. Et voici, de la main de Céleste, les dernières lignes qu'il lui dicta cette même nuit. Et puis un jour, tout est changé. Ce qui était détestable pour nous, qu'on nous avait toujours défendu, on nous le permet. Mais par exemple, je ne pourrais pas prendre du champagne. Mais parfaitement, si cela vous est agréable. On n'en croit pas ses oreilles. On fait venir les marques qu'on s'était le plus défendu. Et c'est ce qui donne quelque chose d'un peu vil à cette incroyable frivolité des mourants. Je quitte la chambre et je retourne dans le petit couloir qui longeait la sienne pour me rendre compte qu'est-ce qu'il faisait. Et il m'a dit, Céleste, pourquoi vous venez dans le couloir? Il m'appelait tout de suite à la sonnette et il m'a dit, pourquoi venez-vous dans le couloir? Alors je lui ai dit, mais je ne suis pas dans le couloir. Mais si, je vous ai parfaitement entendu, allons.
Alors j'ai dit, ben oui, parce que j'étais inquiète de savoir si vous auriez pas des fois besoin de moi et je me tenais tout près de vous. Alors il m'a dit, il y a cette grosse femme dans la chambre. Moi j'ai dit, moi je vais vous la chasser. Mais non, Céleste, il faut pas y toucher, elle est horrible. Elle est horrible, elle est immonde. Alors j'ai dit, elle vous fait peur? Un peu. Alors, voyant que ça n'allait pas très bien, j'ai demandé à mon mari tout de suite d'aller chercher le docteur Bis. Et moi, j'ai téléphoné à son frère, que son frère n'allait pas bien, que j'aimerais bien qu'il vienne tout de suite. Alors, Madame Proust m'a répondu, il est à Tenon, mais je téléphone tout de suite pour faire le nécessaire. Et elle m'a téléphoné en me disant, il est en train de donner son cours, mais il arrive tout de suite. Odile, est arrivé avec le docteur Bus. Et quand il est arrivé, d'habitude, M. Proust disait, alors j'ai dit, docteur, il faudra lui faire une piqûre parce que il est faible, il est vraiment pas bien. Alors, le docteur me dit, lui faire une piqûre, mais comment? Alors j'ai dit, mais il résiste pas. Alors, eh bien, il faut lui lever le drap pour que je la lui fasse à la cuisse. Et quand je suis allée près de M. Proust et relevé la renversure de son lit, il m'a pris le poignet, me l'a pincé fortement et m'a dit « Ah, ah, Céleste !» Et dans ce cri, je vois toujours, qui veut dire que je le trahis, que je n'obéis pas ce que je lui m'avais dit, surtout de jamais le laisser, le piquer ni rien, parce que les médecins avaient l'habitude de faire souffrir en mourant en lui faisant des piqûres, le prolonger par des sérums qu'il martyrisait pour le faire vivre des fois une demi-heure, un quart d'heure, 1 heure, et que c'était horrible. Il ne m'a pas dit de ne pas le lui faire, ni le laisser faire, mais il m'avait dit surtout, Céleste. Comme je l'avais fait sans le lui demander, il m'a marqué par ce cri « Ah, ah, Céleste !» et il m'a pincé le poignet. Alors j'ai dit au professeur Proust, parce que le professeur Proust est monté après la visite du docteur Bis, et je lui ai dit « Eh bien, monsieur le professeur, j'ai fait une chose que je ne vais pas faire. Si, ma chère Céleste, vous avez fait tout pour le bien, malheureusement, on a tout fait trop tard. Mais que voulez-vous? Mon frère aurait certainement vécu plus longtemps, mais il a mené une vie qui était celle de son œuvre, et si nous avions voulu lui faire autrement, il n'aurait pas écrit son œuvre et il n'a vécu que pour son œuvre. Alors, le docteur Bis est parti, mais le docteur Proust est resté, ne l'a plus quitté. Et il a fait venir encore un grand médecin qui avait soigné sa mère, qui s'appelait le docteur Landowski, et qui lui a dit « Eh bien, qu'est-ce que vous pensez si on lui faisait encore une autre piqûre ?» Alors il lui a répondu « Allons, Robert, laissez-le, ne le faisons pas plus souffrir. » Et j'ai accompagné le docteur Landowski à la porte et je lui dis « Vous allez bien le sortir de là, docteur ?» Il m'a prise par les 2 mains. Et il m'a dit « Ayez le courage, mais c'est fini. » Je suis revenue près du professeur Proust, car c'était 1 seconde, et nous étions tous les 2 près de lui. Il lui a dit, en le soulevant un peu, parce qu'il respirait mal, « Je te fais souffrir, mon petit cher Marcel. » Et il lui a répondu, « Oh, oh oui, mon petit Robert. » Et 2 ou 3 minutes après, il lui a baissé les paupières. On n'avait pas vu, j'ai pas vu qu'il était mort. Il nous regardait avec des yeux admirables, tranquilles, et il s'est éteint absolument comme une lumière où il n'y a plus rien. Proust écrivit le mot fin en bas de son œuvre et il mourut.
je suis allé voir sur son lit de mort, rue Hamelin, un homme qui donnait vraiment l'impression d'un dépouillement total. On peut dire que c'était ce qui restait de quelqu'un qui avait laissé son œuvre le dévorer jour après jour. Son enterrement fut un événement parisien et ce fut en même temps une découverte pour les maîtres de Proust. Je vois encore Barrès qui regardait cette foule de jeunes gens qui se pressaient autour de l'église et il ne me cachait pas son étonnement. Mais Proust, Marcel Proust, mais c'était notre jeune homme.